Parce qu'on peut avoir du plaisir avec ça, mais c'est plus la maillabilité est vraiment, vraiment différente. C'est le jour et la nuit là, quand on rentre dans des trottinettes conçues pour les sports à clé versus juste pour donner des petits coups de pied, avoir son sac d'épicerie en avant. Oui, je suis dévote, désolée, parce que j'ai un ordinateur qui a décidé de faire son update là. Malgré le fait que je l'avais pris la peine de l'ouvrir au moins 40 minutes avant qu'on se plug, toi puis moi, Joël, puis mon chum est tout installé dans l'autre bureau, fait que j'ai pas d'autre ordinateur. Fait que là, je vous parle avec mon cellulaire. Vive la technologie! Ah, mais oui, c'est exactement ça. Vive la technologie. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente. Je suis Joëlle Hamelin, intervenante en comportement canin. Je suis fondatrice d'Humanitation, d'une super belle gang de spécialistes, chacun dans leur domaine, dont Fanny Magna-Pelletier, qui est spécialisée dans les sports à clé. Anciennement présidente aussi du RIEC, elle se spécialise dans les sports avec une philosophie de bienveillance. Ça fait au-dessus de 15 ans qu'elle est dans le domaine des sports à clé. Puis comme elle aime dire, ben, elle a pas mal tout essayé. Et aujourd'hui, on veut vraiment brosser un portrait des différents sports qui existent, différents sports athlètes pour n'importe qui voudrait brosser un portrait global de c'est quoi les sports, qu'est-ce que ça prend, c'est quoi la base, est-ce que moi je peux en faire, c'est quoi les sports de groupe, c'est quoi les sports individuels, en termes d'équipement, en termes de saison, tout ça. Donc, ça me fait un peu le plan de ce qu'on va discuter aujourd'hui. C'est vraiment une super bonne introduction. Puis aussitôt que vous savez un peu plus quel sport vous intéresse, ben à ce moment-là, je vais vous inviter à contacter Fanny pour avoir plus de détails dans le sport en soi là, qui vous intéressera. Alors Fanny, pourquoi est-ce que c'est bon de faire du sport avec son chien? Parce que tout simplement, on a tous besoin de bouger, autant l'humain que le chien. Puis on développe une symbiose extraordinaire. Ben, tu sais, tous les gens qui font du sport avec le chien, qui s'amusent avec le chien, on sait très bien que c'est là qu'on va maximiser notre relation le plus. Puis, dans les sports à clé, ce qu'on parle souvent, c'est l'unicité. Surtout quand on fait du canicross, canirando, on est relié vraiment très proche avec le chien. On a la ligne bungee. Bon, les autres sports à clé aussi sont merveilleux. Mais j'ai un petit penchant toujours pour le canicross puis la canirandonnée parce que c'est le contact avec le chien, le contact avec la nature. On partage le même souffle. Puis, on va se dire la vraie chose, il faut vraiment être solide avec son chien parce que le sol arrive vite. Fait que ça développe un lien, une complicité, puis par la bande, inévitablement, ben, ça développe aussi le fait que notre chien nous écoute un peu plus parce que justement, on a des activités avec lui dans lesquelles on est en symbiose. Oui, puis ben on s'entend, on bouge, on s'oxygène. Moindrement qu'on bouge, ben il y a de l'endorphine, hein? Donc le chien aussi. Puis on veut toujours y retourner. On apprend vraiment à mieux se connaître soi-même, à mieux connaître le chien. Même chose avec le chien. Fait que c'est pas n'importe quel sport canin, n'importe quel sport. C'est de l'adrénaline, c'est d'apprendre à l'autre une foule de choses. Puis, ben, quand c'est fait avec de la bienveillance, parce que dans n'importe quel sport, on s'entend, j'en ai vu, il peut y en avoir de la maltraitance, mais quand le chien est respecté dans ses capacités, il nous donne tout, là, c'est vraiment merveilleux. Est-ce que c'est vrai que ça dépense aussi au niveau mental, malgré le fait que c'est un sport physique? J'ai toujours dit que c'est un sport mental avant tout. Oui, c'est sûr, si on rentre dans les sports de vitesse là, ou de force, vélo, traîneau, oui, bon, ça prend une certaine force musculaire, mais honnêtement, où est-ce que je vais brûler le plus les chiens? Ça va être en canirando. Parce que ça leur demande une concentration énorme, être en ligne droite constamment, écouter l'humain pour tourner à droite, tourner à gauche, dépasser des distractions, ne pas courir après les écureuils à travers le bois. Donc, ça demande vraiment une grosse concentration. Puis les gens, dans les débuts, ont souvent des attentes pour placer un petit peu les attentes parce qu'ils disent Hey, c'est mon chien, c'est un husky, il va être capable de courir 10 km, pas de problème. Puis dans les débuts, souvent, on va faire un maximum de 2 km parce que le chien, il est brûlé après 2 km. Puis il n'est pas brûlé physiquement, il est brûlé
mentalement. Ça, c'est un gros plus pour monsieur, madame, tout le monde, parce qu'on n'a pas tous des huskies ni des attelages de chiens de traîneau qu'on veut sortir sur des kilomètres et des kilomètres. On peut se dire qu'on va faire un entraînement de 2 kilomètres puis revenir avec un chien fatigué puis heureux. On s'entend par contre que, comme pour n'importe quoi, comme pour le assis-coucheresse, à un moment donné, ça devient une habitude. Donc, le chien va en demander plus, c'est sûr et certain. Ça va devenir plus facile. C'est une bonne dépense d'énergie physique puis mentale. Génial. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 8 disciplines sportives les plus connues et les plus accessibles, probablement. Oui, ben, ils ne sont pas tous accessibles. Parce qu'on va dire les vraies choses, pas tous les chiens qui peuvent pratiquer du traîneau, par exemple. Là, excusez-moi, ma caméra vient de bouger parce que j'ai un chien qui a décidé de se vautrer à mes pieds et de se coucher sur le fil. Alors, Pour faciliter la chose, je pense qu'on pourrait commencer avec les sports qui se font à l'année longue. ben, je te dirais que, tu sais, Canirando, ça se fait en allée longue. OK. Bien évidemment, tu sais, quand on est au Québec, hein, fait quand on a des grosses canicules, même si on est en forêt, des fois, quand il fait trop chaud, il fait trop chaud, il faut avoir des points d'eau. Mais généralement, la cani-randonnée, canicross, si on est dans les sports, on peut pratiquer en année longue, quand on respecte toujours les capacités du chien. Puis c'est des sports qu'on ne nous demande pas nécessairement d'aller très, très loin. Tu sais. C'est sûr qu'une marche entre je vais aller faire le Mont Sultan ou le Mont Washington puis du gros hiking, ou je vais aller faire une canirando, ce que j'appelle une canirando pépère au Mont Saint-Bruno, ou dans des parcs comme ça où c'est assez accessible, où est-ce qu'on peut faire plusieurs kilomètres, prendre une bonne bouffée d'air, puis tu sais, notre sortie est faite. Canicross, ben, Fanny? c'est un minimum d'équipement, puis on sort de la maison et voilà, on pratique le canicross. Donc, c'est Serais-tu en très mesure de nous montrer accessible. des photos pour nous décrire ces différents sports-là? Comment? Serais-tu en mesure de nous fournir des photos Oui. pour nous expliquer les différentes disciplines? J'aimerais bien ça, mais comme j'ai pas mon ordinateur présentement, là, je suis un petit peu pognée. Fait que je sais pas si Anne-Catherine, si jamais elle peut faire aller ses doigts ou je vois Émilie, là, s'il y en a qui veulent sortir des photos comme ça, je pourrais les représenter tantôt, là. Merveilleux. Mais dans ce cas-là, en mots, est-ce que tu pourrais nous décrire c'est quoi le canicross? Oui, le canicross, à ne pas confondre avec le canirando, canimarche, c'est vraiment de la course. C'est de la course à clé avec le chien. Donc, des fois, il y a des gens qui m'abordent puis ils me disent: Ah, ben mon chien, il court à côté de moi. Voilà. Non, non, c'est le chien, il est en avant, comme un chien d'attelage, avec un harnais de traction. Donc, ça prend vraiment un harnais qui va être adapté au sport, à la morphologie du chien. On est relié au chien avec une ligne extensible, donc une ligne bungee. C'est fait pour amortir les coups. Donc, si le chien décide quand même de partir après un écureuil ou de partir vraiment subitement, ça limite les impacts au niveau du dos du chien, puis de notre côté à nous aussi. Ouais, merci beaucoup. D'ailleurs, on a mon conjoint avec ma belle Meika. On a aussi un baudrier ou une ceinture de canicross qui est vraiment adaptée. Pour le canicross, il y a différents types de ceintures, tout dépendamment ce qu'on veut pratiquer comme sport à clé, parce que la ceinture pour le ski joring, par exemple, elle va être différente. Mais généralement, en canicross, on va se servir d'une ceinture qu'on appelle double traction, ce qui veut dire que la façon dont elle est faite, on a une sangle qui va être vraiment être installée au niveau du bassin, vraiment au niveau de la début de la hanche. Puis on a une autre sangle qui va passer plus au niveau du grand fessier. Donc, ce que ça fait comme feeling, c'est quand que le chien nous traque, c'est comme si quelqu'un nous prenait par le popotin puis vraiment nous amenait par en avant. On veut surtout pas que les lombaires soient sollicités parce que, comme on voit l'image là, on a un chien d'environ 80 livres qui tire et qui est capable de courir à plus de 20 km/h. OK? Fait que si on a un chien qui se met à nous tirer intense, puis qu'on a juste une petite ligne qui vient nous chercher dans le dos, on oublie de ça, là. On va avoir des petites visites chez le physio, chez l'ostéo bien vite. Dans l'ensemble des sports, j'en conclus qu'il faut avoir les bons équipements pour éviter les blessures, que ce soit pour nous ou pour le chien, finalement. Oui, tout à fait. Puis, il ne Ah, faut pas les ligner sur le harnais là, pour le chien parce que ça doit être comme une seconde peau. Je vois déjà des fois des gens qui utilisent un harnais de marche. Puis, comme on le sait en éducation canine, beaucoup de harnais de marche sont conçus pour bloquer le mouvement de l'épaule pour empêcher le chien de tirer. Donc, ça, c'est vraiment à ne pas utiliser, à éviter.
parce qu'on va bloquer le mouvement naturel de l'épaule du chien pour qu'il puisse venir vraiment déposer ses pattes, élonger ses pattes par en avant. Et là, on peut se retrouver avec des problèmes de blessures à court terme. Je pourrais même dire à court terme. OK, merveilleux. Donc, le canicross, c'est vraiment du jogging avec le chien en avant, tandis que de la cani-randonnée, le chien est toujours en avant, il fait toujours de la traction, mais c'est dans des trails de montagne, finalement. Oui, c'est ça. Cani-randonnée, puis bien ça, on pourrait dire cani-marche aussi, parce que, bon, peut-être pas à Montréal, centre-ville, mais pour les gens qui sont à banlieue, qui aiment ça laisser leur chien aller en avant, on peut aussi utiliser un équipement, c'est le même équipement d'ailleurs, cani-randonnée, cani-cross, pour faire ce qu'on appelle dans notre jargon la cani-marche. C'est pas vraiment de la randonnée parce qu'on n'est pas en montagne, on n'est pas en sentier, mais on peut le faire en ville, là. Il n'y a rien qui nous empêche de promener notre chien de cette façon-là. C'est sûr que pour ce qui est de la cani-randonnée, selon le niveau de difficulté du sentier, ben, il y a des incontournables à apprendre à notre chien. Puis ça, je dirais, c'est pour tous les sports canin à clé. On mise tellement sur un entraînement de marche au pied avec nos chiens de maison que là, on leur dit allez, je te mets un harnais en avant et tire-moi. Donc, les chiens sont un petit peu déstabilisés au début, d'autant plus que s'il n'y a pas d'équipe en avant, il n'y a pas vraiment de motivation de tirer. Ce pas tous les chiens qui ont cette drive-là de vouloir aller en avant puis de tirer. Si on regarde dans les sports de moshing, d'attelage, de chien de traîneau, on a une équipe de leaders ou un leader qui est en avant, puis on a les backlignes, puis on a les autres qui suivent. Donc, c'est beaucoup plus motivant pour le chien d'avoir une équipe en avant, surtout quand il n'a jamais fait ça de sa vie. Donc, il ne faut pas s'attendre à tacler un chien puis dire ah, mon chien, il va tirer parfaitement en ligne droite, surtout s'il aime tirer en l'est. Non, ça prend un apprentissage. Puis en montagne, bien, ça ne pardonne pas. Hein. Si on a des roches, des racines, de la bouette, ça descend. Il faut que le chien ait des apprentissages. On entend souvent ça comme question. Si j'apprends à mon chien à tirer, après, est-ce que je vais pouvoir faire de la marche en laisse pareil? Moi, je dirais que c'est oui, mais tu ne voudras plus faire de marche en laisse. Quand on goûte au sport à clé, souvent après ça, on est moins pointilleux, je peux dire, sur la marche au pied parce qu'on y a goûté, on voit le plaisir que notre chien a à être en avant. Fait qu'il il y a beaucoup de mes clients qui optent maintenant pour ce que je disais, la marche en ville, où est-ce que le chien est à clé. Mais un n'empêche pas l'autre. Ce qui est vraiment important d'apprendre au chien, c'est harnais de marche égale on marche. C'est harnais de traction égale traction. Et c'est deux harnais complètement différents. Généralement, par chez nous, moi, les chiens, si je veux qu'ils marchent plus près de moi, c'est un harnais de marche qui s'attache en avant, tandis que les harnais de traction, on va venir chercher une attache dans le dos. Donc, déjà là, le chien peut quand même très, très bien faire la distinction entre les deux parce que c'est deux harnais différents pour les attaches à deux endroits différents. On le voit, je me suis fait couper ma réponse avec la photo parce qu'on voit qu'il y a deux chiens. Donc, est-ce que ces deux sports-là, autant canicross que cani-randonnée, on peut les faire avec plusieurs chiens si on en a plusieurs? Oui, mais pour avoir deux chiens, comme mettons Kimmick, qui a un bon 70 livres et Chandler, pas loin de 60 livres, il faut être solide sur ses jambes pour avoir des chiens avec un très bon entraînement parce qu'on s'entend que c'est un écureuil, il y a une bonne descente, je n'ai pas de contrôle, on oublie ça, j'ai quand même plus de 100 livres de chiens qui me tirent à l'avant. Donc, oui, ça peut se faire. Canicross, personnellement, je n'en connais pas dans mon domaine qui sont assez fous vraiment pour courir à deux avec le type de chien qu'on a. Mais oui, ça va nous arriver. Par contre, faut qu'il y ait quand même un ratio poids qui soit respecté pour limiter les blessures. Puis c'est pas le chien qui risque de se blesser, c'est l'humain. Parce qu'un chien, ça court vite. Nous, le chien ne court jamais vraiment à pleine vitesse. Honnêtement, il ne court jamais à pleine vitesse, à moins d'avoir vraiment un petit chien. Le rythme d'un chien au trot, c'est entre 8 et 12 km. Donc, ça, c'est le pas qu'on pourrait dire marcher d'un chien. Mais je ne sais pas, vous autres, mais à 12 km, je commence à avoir chaud. Oui. OK. Donc, si on voudrait aller chercher l'espèce de cadence de course, de sprint chez le chien, il faut monter à plus de 20 km/h. OK? Puis même voire 30 km/h. Donc, on s'entend que le chien n'est pas vraiment en course. Nous, on est en course. Donc, si on attelle deux chiens en avant qui nous tirent, nous, il faut que notre corps soit bien préparé pour pouvoir bien atterrir parce que l'impact au niveau du sol, si on atterrit des talons puis on a deux chiens en traction, j'ai-tu besoin de continuer?
On a bien compris la réponse, effectivement. Voilà, voilà. OK, justement, si je veux, à ce moment-là, pouvoir laisser mon chien courir à pleine patte, est-ce qu'il y a des sports sur terre qui permettent au chien d'aller plus rapidement? Ben, le vélo. Je te dirais le vélo, parce que le vélo, nous, on peut déjà beaucoup aider le chien. On peut aller chercher facilement là, plus de 30 km/h en vélo avec un chien. Dans les meilleurs, on est autour de 40 km/h avec un chien. Ça va vraiment très, 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 très vite. Ça, c'est si vraiment on veut se donner à fond, puis on a un chien qui aime vraiment, vraiment courir. Fait que ça donne vraiment la possibilité au chien d'avoir le moins de tension possible aussi, parce que on peut l'aider plus facilement quand il y a une crosse. OK. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle communément le bike during. Oui, c'est un vélo. Donc, on a un vélo avec une ligne de trait. Je ne sais pas si Anne-Catherine, elle est en train de checker dans mes, Dans tes dans photos. dans mes photos. Oui. Donc, on a une ligne de trait en avant qui est une ligne qu'on attache au guidon, à la structure du vélo, dans laquelle on va passer notre ligne bungee. Toujours. Qui est un petit peu plus longue que la ligne bungee de Canicross parce qu'on veut vraiment qu'elle soit quand même dégagée de la roue. Puis la barre de trait a ce rôle-là de faire en sorte de garder la ligne éloignée de la roue pour pas que à 30 km/h, la ligne pogne dans la roue. Je pense que tout le monde peut imaginer l'image à la maison. Il y a des gens qui sont très, très, très habiles qui ne mettent pas de ligne de trait. Moi, je trouve que c'est difficile, je les laisse aller, mais moi, par chez nous, on a tous une ligne de trait pour permettre à nos chiens de courir en toute tranquillité, puisqu'on ne sait jamais. On en a une, là, d'ailleurs, une belle photo. On ne la voit pas beaucoup parce que c'est très subtil là, comme ligne. C'est pas quelque chose qui est très gros. Donc, la première partie, donc, elle est rigide pour justement permettre au chien permettre à la ligne de ne pas retomber, c'est ça? Oui, c'est ça, de ne pas retomber, puis elle est quand même flexible parce que dans les tournants, on veut quand même une flexibilité là, pour permettre au chien là, de se déplacer sans problème. Génial. Je pense aussi qu'il y a la trottinette sur roue et du traîneau sur roue. Quelle est la différence entre les deux? OK. On a ce qu'on appelle le kickbike ou trottinette. OK, donc c'est sur roue. C'est pas la trottinette qu'on connaît là, de notre enfance, ni la trottinette électrique. C'est une trottinette vraiment particulière qui est conçue spécialement pour ça, pour l'attraction, parce qu'on en voit de plus en plus. Là, ça commence là, dans certaines régions où est-ce qu'on peut voir des trottinettes comme ça avec des grosses roues, où est-ce que les gens vont se promener. OK? Mais ils ne sont pas nécessairement dédiés au sport de traction parce que là, on a une structure qui va être différente pour la trottinette kickbike pour se faire tracter par le chien. Donc, la structure est un petit peu différente. On a ce qu'on parlait tantôt, Joël, aussi, le kite. Le kite, c'est complètement différent, par exemple. Là, on a un attelage de chien et c'est un petit boline, généralement à 3 roues. Mais c'est pour c'est 4 chiens et plus, généralement. C'est très rare qu'on va entraîner en bas de 4 chiens. Fait que, tu sais, je te dirais ça, on n'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Quand on commence à rentrer dans le kart, c'est parce que c'est du sérieux. On a une équipe de chiens. Mais le kickback qu'on voit ici, c'est 1 à 2 chiens. OK. Donc, ça se pratique. Kickbike égale trottinette sur roue. Kickback égale trottinette. Oui, trottinette sur roue. Et kart égale traîneau sur roue. À ce moment-là, c'est 3 roues. C'est comme un tricycle. C'est pas un traîneau, hein. Un traîneau, c'est avec des skis. Fait que c'est vraiment, on pourrait dire, il y en a qui appellent ça un VTT ou un cani-VTT à la française, mais on a la trottinette sur roue, mais on a la trottinette qu'on appelle sur neige, qui est la petite cousine du traîneau. Je sais que ça peut être bien mêlant, là. Mais c'est un mini traîneau. C'est la petite cousine du traîneau qui nous permet de pouvoir atteler 1 à 2 chiens. OK. Donc, si on résume pour les sports sur terre, il y a le bike during qui est vraiment le vélo, 2 roues alignées. Sinon, il y a la trottinette où la personne pose un pied plutôt qu'avoir un banc assis. Puis sinon, il y a le kart sur roue qui est un 3 roues. C'est les 3 sports d'été les plus accessibles. Il y a le kart sur roue, on disait qu'à ce moment-là, c'est pas pour les néophytes parce qu'il faut avoir vraiment des chiens bien entraînés et plusieurs chiens. Oui, puis je te dirais que c'est pas accessible non plus dans le sens parce que ça prend des sentiers assez larges, bien balisés et surtout avec pas d'autres
distraction autour, là. C'est pas quelque chose qu'on va faire au Mont-Saint-Bruno, là. Au niveau des sports sur neige, on va commencer avec la photo de ton garçon, justement, puis tes deux chiens. Oui. Peux-tu nous présenter un petit peu le matériel? Oui, je vais présenter le matériel. C'est ça aussi pour ce qui est des sports sur neige, juste une petite parenthèse avant que j'oublie, là, il y a le fat bike jogging maintenant. Donc, pour Oui. ceux qui font le vélo, le fat bike, là, c'est un incontournable parce que ça nous permet de continuer le vélo, parce qu'on a une courte. C'est très, très court la période de bike jogging qu'on a au Québec selon les températures parce que faut pas oublier qu'un chien en haut de 15 degrés, en vélo, vu qu'il se donne à fond, les risques de coups de chaleur sont beaucoup plus élevés. Fait que la braquette de possibilité où est-ce qu'on peut faire courir un chien en vélo, elle n'est pas très, très, très grande. Des fois, la neige arrive vite, donc le fat bike est aussi une pratique là, de plus en plus courante. Sinon, pour mon beau petit coco Nicolas qu'on voit ici qui devrait avoir un casque en passant. Mais c'est une photo qu'on a prise pour le plaisir dans la rue à côté de chez nous. Donc, ça vous donne une petite idée, c'est accessible. C'est accessible, ça prend bien évidemment des chiens bien entraînés. Nous, on en fait dans la rue après une bonne bordée de neige à la maison. Mais ça prend une trottinette des neiges bien adaptée. On en trouve de plus en plus sur le Marketplace, Kijiji, dans des groupes Facebook. Il faut faire attention. Elles ne sont pas toutes très, très bonnes. Il y a différents modèles. Si on veut vraiment avoir du plaisir, il faut vraiment regarder du côté des équipements dédiés au sport à clé comme Nahak. Parce qu'il y a une tendance aussi avec les trottinettes des neiges qui viennent de la Finlande, qui sont conçues pour le déplacement des humains là-bas. OK? Si par contre, si Anne-Catherine veut faire un petit check-up, là, c'est les trottinettes de la Glisse qu'on voit souvent. C'est très bucolique comme petite trottinette. C'est en bois, mais c'est pas ce qu'il y a de plus solide. Ouais, ça commence à ressembler c'est une petite copie du traîneau là, traditionnel avec des petites attaches en babiche. Ça aussi, on le voit de plus en plus sur les sentiers, mais honnêtement, là, c'est pas avec ça qu'on va avoir du plaisir parce que dans les tournants, là, ça tourne vraiment pas. Donc, ceux qui veulent acheter ça et faire ma cabane au Canada, c'est bien beau. Mais ou faire de la ligne droite, c'est parfait pour s'amuser, pour asseoir un petit enfant si on a un chien qui est fort, mais qui n'est pas très, très, très résistant. On peut utiliser ça. Sinon, là, on voit sur l'image. Ça, c'est un vrai traîneau, par exemple. C'est un traîneau à chien. OK. Donc, Pas une trottinette. ce que je comprends finalement, c'est que la trottinette, c'est beaucoup plus court, puis le traîneau, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long. Oui, un traîneau, généralement, c'est plus long. Selon le modèle, on peut asseoir quelqu'un en avant. Il y a certes, comme on a vu, il y avait la petite trottinette tantôt que oui, on pouvait mettre un enfant en avant, mais on s'entend. Celle-là, on peut pas. Celle-là, oui. Mais on s'entend, tu sais, il ne faut pas s'attendre à faire des kilomètres avec un enfant, un chien plus un humain sur la trottinette. C'est beaucoup comme poids pour un chien. OK? On peut faire quelques centaines de mètres, 1 kilomètre, 2 kilomètres tout au plus, là. Mais ce modèle-là, c'est pas extraordinaire. S'il y en a qui veulent en savoir plus sur les modèles de trottinettes, là, j'ai un bel article sur mon site à propos, là, parce que ça, vite fait, là, comme ça, présenté comme ça, c'est un petit peu étourdissant. Mais il existe vraiment de plus en plus de modèles, fait qu'il faut vraiment choisir celui qui va vraiment convenir pour les sports de traction et non pas juste pour le déplacement d'un humain. Parce qu'on peut avoir du plaisir avec ça, mais c'est plus la maniabilité est vraiment différente. C'est le jour et la nuit là, quand on rentre dans des trottinettes conçues pour les sports à clé versus juste pour donner des petits coups de pied, avoir son sac d'épicerie en avant, puis se promener. OK? C'est pas fait pour l'attraction. OK. Un C'est autre pas sport? faire, mon affaire. Tout à fait, tout à fait. Ben, c'est tout le temps une question d'avoir le bon équipement, là, tu sais. Tout le temps, tout le temps. Puis il ne faut pas se faire avoir des fois avec les petites pubs là, sur les réseaux sociaux. Là. J'ai vu des histoires d'horreur. Des fois, je regardais ça. Il y a des choses qui sont faites maison. C'est douteux. Donc, si on ne veut pas que ça brise quand le chien tire, il faut y aller avec quelque chose d'adapté. Là. Au niveau des sports sur neige, il y a également le ski jogging qui est accessible à ce moment-là.
Oui, le ski joring est accessible. D'ailleurs, on a encore mon beau Québec avec notre ami Gilbert sur le ski. Oui, les puristes vont dire que ça prend absolument des skis de skating, ce qui veut dire des skis de pas de patin, OK, pour faire du ski joring. Mais honnêtement, moi, je suis une fille de cross-country. J'ai toujours fait ça avec mes skis de cross-country, il n'y a pas de problème. Ce qu'on veut éviter comme type de ski, c'est des skis avec des corps de métal ou des skis alpins, OK, ou des mini-skis. Parce qu'on risque de blesser le chien. S'il y a une chute, si le chien s'en vient entre nos jambes ou peu importe, pendant notre départ, bien sûr, des corps de métal, ça peut blesser le chien. Donc, c'est des choses qui sont à éviter, mais honnêtement, moi, je fais très, très bien du ski avec mes cross-country. J'ai bien du plaisir. C'est sûr que ski pas de patins sont conçus vraiment pour faire du patinage, pour aider le chien en donnant comme si on patinait, ça le dit, skating. Puis, l'enjeu avec ces skis-là, c'est qu'on n'a pas non plus 50 pistes au Québec qu'on peut faire du pas de patin en plus d'avoir le droit au chien. Donc, quand on magasine son équipement, c'est à prendre en considération. Donc, si on a des skieurs qui aiment ça aller un petit peu partout, ben, c'est sûr que le pas de patin, si on est dans la région de Montréal, on commence à être limité, surtout avec les bordées de neige qui manquent dans certaines régions. C'est un pensée si bien pour le pas de patin. Sinon, ça se fait très bien, comme je disais, avec du cross-country, avec n'importe quel ski, en fait. Tu sais, si on a juste l'objectif de s'amuser, ça se fait avec n'importe quel ski, mais pas avec des skis à cordes, pour des raisons de sécurité. Sport d'initiation numéro 1, ça serait quoi selon toi? Cani-randonnée, canicross? Cani-randonnée, c'est une belle porte d'entrée vers les sports cani à clé parce que ce que je dis, c'est tout ce qu'on voit en cani-rando comme instruction de base, si le chien est sa coche en cani-randonnée, surtout pour le passage des distractions qui sont plus difficiles à la marche que quand ça passe en vitesse, étonnamment. Okay? J'ai des chiens qui sont beaucoup plus focus en vélo quand ils voient un écureuil qu'en marche. En vélo, c'est un écureuil, OK, on continue, mais en marche, c'est un plus gros défi, puis c'est ce que je vois pour la majorité des chiens. Ça n'empêche pas qu'ils doivent être bien entraînés, mais cani-randonnée, si le chien est capable de répondre parfaitement aux instructions, d'être super focus en ligne droite en marche, compte tenu que c'est un mammifère qui aime sentir partout, généralement, son sacoche dans les autres sports à clé. Bien évidemment, il faut prendre en considération la morphologie, la race, parce que ce n'est pas toutes les races qui peuvent se retrouver en avant d'un vélo, en avant d'un traîneau, OK? Ou en avant d'un kite, par exemple. Il faut vraiment y aller judicieusement. Parlons justement de morphologie. Quand on parle d'un chien toy et d'un chien grande race, est-ce que l'ensemble des races peuvent faire des sports à clé? Je dirais que la majorité, oui, sans problème. J'ai eu des chihuahuas qui faisaient de la randonnée puis du canicross, OK? Puis qui étaient super motivés autant qu'un husky, là, OK? C'est sûr que je ne fais pas faire un attelage de chihuahua en traîneau, bien que ça serait bien cute. Je ne vais pas faire du traîneau, je vais le mettre dans le traîneau. On ne fera pas de vélo. Mais j'ai vu des caniches toy faire du ski joring, puis triper en ski joring. Mais tu sais, on s'entend, c'était pour le plaisir. Le chien est en avant et tire un peu comme s'il était en randonnée, mais on ne s'attend pas à faire de la vitesse mais des podiums avec un caniche toy, là. J'ai vu aussi en kite, donc le bolide à plusieurs roues avec une équipe de chiens. Avec une équipe d'Alaskan, dans un championnat mondial, j'ai vu un poodle, messieurs, mesdames. Un poodle. Donc, il n'y a pas de. C'est ça, il n'y a pas de race, mais c'est sûr, oui, j'aime bien cette image-là. Il faut juste être réaliste. J'ai d'autres gens qui ont fait du ski joring avec 4 mini-chiens à clé ensemble. J'ai une amie qui faisait ça avec ses petits Jack Russell. Ça en a dedans, les Jack Russell, là, tu vas me dire. Mais faut pas se limiter. Faut pas se limiter. C'est juste si on va y aller avec un sport, avec une charge comme le traîneau, ben, il faut qu'il y ait un ratio poids qui soit respecté. Si on a un chien en bas de 20 livres, le traîneau, c'est pas. Oui, je comprends. Il n'y aura pas suffisamment de traction. Il faudrait en avoir 2 ou 3, puis y aller pour quelques centaines de mètres. Là. Est-ce qu'un chien qui est brachycéphale, c'est-à-dire qu'il a le nez écrapou, comme un bulldog français, par exemple, est-ce qu'ils peuvent faire quand même des sports de traction? Canicross, cani-randonnée, sans problème.
sans OK. problème. Mais encore là, à moins vraiment qu'il y ait des enjeux déjà de santé présents, là. J'en ai à l'occasion. Des petits brachycéphales là, dans les cours de randonnée, canicross. Peut-être à faire attention parce que généralement, ils ont plus de difficultés à évacuer la chaleur, à respirer adéquatement, justement à cause de leur conformation. Oui, fait que, tu sais, c'est sûr que ben, généralement, les clients qui ont ce type de chien-là sont avertis, donc sont un petit peu plus sensibilisés au coup de chaleur et tout ça, parce qu'effectivement, tu sais, les chiens ils évacuent beaucoup moins bien la chaleur, l'air elle rentre moins bien aussi. Les changements aussi de température froid-chaud, ça peut être drastique pour eux, donc c'est bien beau aller faire un petit jog à -15, mais quand on rentre à l'intérieur, il fait 25 degrés, ça peut être un clash de température, là. Donc les deux, là, c'est toujours à vérifier. OK. Puis, pas juste, souvent aussi les brachycéphales, ils ont une morphologie aussi, des fois, ils peuvent avoir des problèmes de rotule ou une morphologie qui ne leur permettent pas nécessairement toujours de courir en traction. Nos bulldogs, des fois, sont un peu, je ne peux pas dire difformes, mais ils ont une morphologie qui fait en sorte que la traction peut être un enjeu selon la génétique. Fait que ça aussi, c'est à prendre en considération. Et vers quel âge est-ce qu'un chien peut commencer à faire des sports de traction? Assez tôt. Puis ça, on pourrait référer aussi à la belle, conférence qu'on a eue avec docteur Beaubien, il y a quelques semaines, où est-ce qu'on a démystifié un peu la pratique des sports. Puis, moi, je commence très tôt mes chiens, je les désensibilise très tôt au port du harnais. Fait qu'à partir de 4 mois, ils ont un harnais sur le dos, puis même quand ils sont petits, ils ont un harnais sur le dos, mais c'est pas pour la traction, c'est juste pour la désensibilisation au harnais. Se promener avec ça sur le dos dans la maison, dehors, s'habituer à ça et ne pas vouloir le manger. Puis à partir de 6 mois, là, on commence, des petites sorties, des petits jogs, un petit peu de traction, mais on s'entend à 6 mois, on a tellement d'autres choses à travailler Oui. avec le chien, tellement d'autres choses. Moi, juste le fait qu'il soit bien quand on passe à côté des autos, des vélos, des poussettes, ça là, pour moi, là, c'est une priorité. Mais si on veut commencer à bouger avec le chien, à commencer à l'entraîner aux instructions de base, il n'y a aucun problème à partir de 6 mois, en respectant ses capacités. Si vous êtes un bon coureur, j'ai des coureurs ultramarathoniens, ils vont chercher un bébé chien. Il ne faut pas penser faire des 5 kilomètres par jour avec un bébé chien. Il faut y aller avec des petites sorties. Mais on peut commencer progressivement, les 5-10 minutes, 15 minutes de jog pour le plaisir. Donc, quand on commence à s'entraîner nous-mêmes, il faut aussi penser à l'entraînement du chien puis y aller par petites bouchées, j'imagine. Tu sais, souvent, j'entends les médecins dire ben, tu sais, commence par un 2 minutes de jogging par jour. Fait que c'est rien, un 2 minutes. Tu sais, on pense que c'est pas suffisant, mais au contraire, c'est nécessaire de commencer avec vraiment des tout petites bouchées au début. Des petites bouchées, puis c'est la même chose pour l'humain. Je rencontre beaucoup de gens qui n'ont jamais couru de leur vie. Puis ils arrivent avec un husky ou un braque allemand. C'est un chien qui a quand même une force importante de traction. Là, on s'attache à un chien, on n'a jamais couru, puis on doit dealer avec le patron de course qui bouge parce qu'on a un chien qui nous propulse vers l'avant. Donc, les risques de blessure sont beaucoup plus élevés parce que le corps n'est pas habitué à courir et à atterrir comme il se doit au sol. Donc, les muscles, les tendons ne sont pas habitués d'être stressés naturellement. Fait qu'il faut déjà un petit peu s'entraîner aussi de notre côté si on s'attelle au chien. Puis le chien, c'est exactement la même chose. Je ne vais jamais commencer un entraînement si je ne suis pas une coureuse, puis dire je vais aller faire un 5 kilomètres du jour au lendemain. C'est la même chose avec le chien. La même chose. Fait que dans le fond, pour éviter les blessures, ça peut être recommandable de voir autant son médecin pour nous qu'un un vétérinaire pour notre chien. Juste question de s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication. Ben, je dirais, tu sais, en théorie, on devrait tous avoir un médecin qu'on voit de façon annuelle, tu sais, juste j'appelle ça un check-up. Même chose avec notre animal. Généralement, on a un rendez-vous annuel pour s'assurer que tout va bien. Mais au-delà de ça, c'est de bien s'entourer. Tu sais, les athlètes, c'est les mieux entourés. Tu sais, je veux dire, ceux qui courent beaucoup puis qui aiment courir, ils ont tout un physio ou un ostéo dans leur entourage. Puis c'est pas pour lorsqu'ils sont blessés, c'est souvent en prévention. Souvent, souvent. Puis on ne pense pas, des fois, on va consulter un spécialiste quand on s'est blessé. Mais on ne pense pas le consulter avant pour s'assurer que
Ben, est-ce que mon patron de course est correct? Est-ce que je compense quelque part? Est-ce que j'ai eu une blessure dans le passé qui fait en sorte que je pourrais compenser? Et ça, c'est très important. Je les vois, moi, ceux qui arrivent, que je coach en course, puis je les regarde courir. As-tu une blessure à tel endroit? Ah oui, ben, c'est parce que ça paraît dans ton corps. Fait qu'il faut travailler ça, parce que si on attelle un chien d'une certaine charge en avant de nous, c'est sûr qu'il y a des bobos qui vont popper. Selon l'âge, ben, les bobos vont popper plus ou moins vite. Puis ça, je peux en témoigner. Fait un très gros avantage de prendre des cours avec toi pour s'initier à ces sports-là, c'est justement d'avoir un œil externe pour être en mesure de voir s'il n'y a pas des patrons, de la façon de bouger ou un équipement qui est inadéquat, dans le fond. Oui, puis au-delà de ça, ben, ça, je disais, c'est ça, c'est de bien s'entourer. Fait qu'est-ce qu'on a un bon physio, puis un physio qui se connaît en course, par exemple, ou en vélo, ou ce que vous voulez, tu sais. Est-ce qu'on a aussi un bon vétérinaire ostéo? Ça ne court pas les rues, mais un bon vétérinaire ostéo va voir des choses qu'un vétérinaire généraliste, par la force des choses, ne verra pas. Fait qu'on va référer à la conférence avec Julie Beaubien qui était justement sur les traitements préventifs pour les chiens sportifs. Oui, ça vaut la peine. Et outre que bien s'entourer puis avoir tes conseils puis ton œil externe pour nous dire si on fait adéquatement un sport ou si on se met en danger, est-ce qu'il y a des sports qui devraient absolument être appris en groupe ou il y a certains sports qui s'apprennent bien en solo? Ça, advenant que j'ai un chien réactif aux autres chiens, est-ce que je peux quand même lui apprendre à faire des sports de traction sans aller en groupe? Oui, tout à fait. Puis c'est ce que je recommande. Si un chien est réactif et pas bien, il a beaucoup de difficultés à gérer ses émotions, ça va être pénible pour l'humain. Ça va être pénible pour lui puis les gens qui l'entourent. Fait que, tu sais, je sais qu'il y en a dans certains cours qui peuvent éviter les chiens réactifs. Moi, je prends les chiens heureux d'être contents, puis qui ont les ados, qui ont la misère à gérer leurs émotions. C'est pas un problème. Généralement, les 10-15 premières minutes sont super excités, ils se désorganisent, puis on leur donne des trucs assez vite pour que ça aille mieux. Mais les chiens réactifs peur ou réactifs vraiment, je vais te manger. Non, par exemple, c'est vraiment mieux d'y aller en privé pour le bonheur de tout le monde et pour des questions de sécurité. Mais oui, ils peuvent apprendre ça de façon individuelle. Ce que je dis toujours, c'est que c'est un sport qui, comme d'autres, nécessite de la pratique. Il ne faut pas penser parce qu'un chien court par défaut que si je lui mets un harnais, qu'il va aller en avant puis qu'il va répondre comme si de rien n'était. Il y a des prédispositions aussi génétiques, puis il y a une question de tempérament aussi. Tu sais. Je ne suis pas obligée d'avoir nécessairement un border collie pour faire de l'agilité, puis je pense qu'il y a bien du monde qui sont d'accord avec moi. Mais il y a certaines prédispositions qui font en sorte que ben, c'est un type de chien qui est très préconisé dans ce sport-là, au même titre que dans les sports à clé, les Alaskan, les Eurohound, puis les types de braques, parce qu'ils ont cette énergie-là et souvent le tempérament pour pouvoir tirer avec un harnais. Mais je dirais honnêtement, là, dans mes meilleurs, en sport à clé, ceux qui m'étonneront toujours, c'est les caniches. Caniche toy ou caniche grande race? Caniche, 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 même les mix caniches, là, sont comme waouh! On dirait qu'eux, ils ont trouvé leur sport, là. Ouais, étonnamment, là, le caniche, là, ça serait dans mon ça serait pas de leur poil, là, moi, ça serait dans mon top 3 pour aller courir. Ouais. Mmh. C'est génial. Ça, Ouais. Fait que ils les ont golden doodle, trop excités, là, vous me les envoyez, là, on va régler ça, ceux qui tirent à l'est. Mais c'est ça, tu sais, il y a une bonne portion qui est tempérament. Tu sais, il y a des chiens qui sont plus téméraires, qui aiment ça tirer en laisse. Généralement, c'est eux qui trippent le plus en sport à clé parce qu'enfin, ils peuvent tirer quelque chose. Fait qu'on va saturer ce besoin-là au même titre que quand j'ai un husky, j'y mets un harnais de traction, puis c'est comme wow, on dirait que ça coule, c'est fluide. Mais il y a quand même des instructions à lui apprendre parce que même si c'est un husky, ça se fait pas tout seul. Est-ce que mon chien doit être un as de l'obéissance pour pouvoir faire des sports de traction? Pas en tout. Pas en OK. tout. C'est une dépense d'énergie, c'est une question. Puis il y a bien des gens qui ont peur parce qu'ils ont des jeunes ados, puis ils disent: «Ah mon Dieu, mon chien, il ne se tient pas en place, il a de la difficulté à se concentrer.» Mais je dis: «Ben parfait, parce que ça va te permettre justement de développer un engagement que tu as peut-être de la difficulté à aller chercher en obéissance.» Et surtout, on va aller saturer le besoin de bouger et peut-être de tirer chez ton chien qui va te permettre de passer à un autre niveau, dans d'autres disciplines.
Est-ce que du fait de dépenser justement de l'énergie puis d'avoir une certaine vitesse, ça peut à ce moment-là réduire les autres problèmes de comportement comme les jappements à la fenêtre, comme creuser des trous dans la cour, comme les fugues? Ben, oui puis non. J'ai pas de réponse précise pour ça, parce que, derrière chaque, trouble, je dis ça en guillemets parce que là-dedans, c'est bien des entre toi puis moi, c'est pas nécessairement des troubles de comportement, c'est des comportements de chien. Oui. Creuser, japper, bon, c'est souvent l'humain que ça dérange, puis si on a un comportement, excessif dans ce que tu viens de nommer là, c'est qu'il y a un besoin en arrière de ça. Est-ce que c'est parce que mon chien s'ennuie puis il manque, d'une dépense en énergie? C'est sûr que ça peut aider, mais il faut quand même travailler le comportement. Le sport ne va pas tout régler. Puis, il faut faire attention aussi à la surstimulation de nos animaux. Ils doivent apprendre beaucoup à relaxer dans une maison. Si j'ai un chien de travail, puis je l'amène courir 5, 10, 15, 20, 30 kilomètres, je vais prendre par exemple Kimik qu'on a vu sur des photos, il est rendu à 14 ans et demi. Il fait encore le tour du Mont-Saint-Bruno au moins minimum une fois par semaine. C'est environ 8 kilomètres. En marche, alternance. Lui, il veut courir. Moi, je ne veux pas courir très tôt le matin, mais lui, il veut courir. OK? D'accord? Euh, dans le pic de ses entraînements, je suis montée à 35 kilomètres, les deux pattes dans le nez. Mais est-ce que c'était réaliste à mon rythme de vie? Non. Donc, il faut faire attention à ça. Tu sais, si on a un chien avec une belle drive de travail ou un chien de travail, faut quand même faut trouver un équilibre dans les dépenses d'énergie physique, mentale, masticatoire et tout ça, parce que s'il nous arrive quelque chose, notre rythme de vie change, notre travail, on a un enfant. Puis, je suis plus capable d'offrir un 30 kilomètres de jog à tous les jours à mon chien. Hi! Hi! OK. Il va falloir trouver, quelque chose de remplacement. Son, son niveau physique va faire en sorte qu'il va encore avoir besoin d'autant d'exutoire, finalement. Oui, c'est ça. Tu sais, un chien en bonne santé, ben, il va brûler toujours un humain, dans la dépense d'énergie physique. Fait faut faire attention à ça. Ça, on l'entend couramment en consultation d'ailleurs. Peut-être un petit Frenchie, là, comme on dit, parce qu'ils sont peut-être moins avantagés, mais généralement, là, c'est faut faire attention. J'ai eu aussi des questions intéressantes par rapport à ce qui est alimentation et donner de l'eau au chien. Est-ce que, parce que là, on s'entend, un chien qui bouge plus doit nécessairement manger plus. Est-ce que je le nourris plus avant? Est-ce que je le nourris plus après? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Oui, c'est sûr que encore là, selon les prédispositions génétiques, il y a des chiens ayant qui peuvent avoir plus tendance à faire des torsions gastriques. Fait qu'il faut faire vraiment attention. Généralement, les propriétaires de ces chiens-là sont bien avertis par leur vétérinaire. Donc, tu sais, Doberman, les chiens qui ont une cage thoracique étroite et profonde. Euh, Manger après une activité intense à modérer, il n'y a pas de problème. Manger avant, si moi, je vais manger un Big Mac puis je m'en vais me claquer un 5 kilomètres là, de course, on oublie ça, je ne serai pas bien. OK? Le chien, s'il se claque 2 tasses de croquettes et va courir, je suis désolée, mais il peut avoir bien sûr des risques. Il peut tout simplement être très, très, très inconfortable. OK? Généralement, si on veut faire un gros entraînement soutenu, je donne un exemple. Si je m'en vais faire une grosse cani randonnée, un cani hike, là, une grosse ascension, là. Puis nous, par chez nous, c'est des demi-journées à des journées 6 à 8 heures de randonnée. Ben, la veille, je vais donner un repas plus copieux. On peut OK. ajouter de l'eau dans la nourriture pour s'assurer que le chien s'hydrate bien. Puis on va se prévoir une collation pendant la randonnée, c'est pendant notre pause. Mais on ne va jamais surcharger le chien pour justement éviter des baisses d'énergie puis que le chien ne soit pas bien ou euh, les questions gastriques. Pour ce qui est de l'eau, encore là, c'est avec modération. Il y a des chiens qui ont des tocs avec l'eau, il faut faire attention. Euh, Moi, je les laisse beaucoup se gérer par eux-mêmes. Je leur propose de l'eau. Si on soif, ils boivent, sinon ils ne boivent pas. Mais c'est sûr que si je pars faire un 5 km de canicross, moi-même, je n'ai pas le temps de boire. Mes chiens ne boivent pas, ne boivent pas non plus. Mais c'est plutôt en randonnée, des efforts intenses et soutenus où est-ce qu'on là, oui, on va prévoir collation, de l'eau et tout ça. OK. C'est
C'est sûr que si j'ai des grosses périodes d'entraînement, mon chien bouge plus, j'ai un chien sportif, bien sûr, ça prend une alimentation qui va aller avec. Qui va être adapté. C'est pas nécessairement d'augmenter la quantité, mais de voir est-ce que mon chien a l'alimentation qui lui convient pour son métabolisme à lui, selon sa dépense d'énergie. Parce que j'aurais beau lui donner 6 tasses, mais s'il va me les porter en caca, ça donne rien. Donc, il faut vraiment avoir une nourriture adaptée, puis assez protéinée pour nos sportifs. Puis à l'inverse, ben, si je fais juste une sortie de cani-rando par semaine, ben, je ne vais pas aller me chercher une nourriture pour chien de traîneau. Ça va être trop protéiné, je vais avoir des risques de problèmes de santé, pancréatite ou quoi que ce soit, parce que l'alimentation va être trop riche. Donc, il faut vraiment bien doser puis se faire accompagner là-dedans. Donc, si je veux m'initier à la cani-randonnée, en gros, étant donné que c'est avec de petites sorties, c'est vraiment une initiation. Je n'ai pas besoin de lui en donner avant, je n'ai pas besoin de changer son type de nourriture, j'ai juste à lui en donner après, de l'eau aussi après. Puis y aller de façon progressive. Donc, commencer avec des petits entraînements, puis augmenter graduellement la durée, si je comprends bien. Puis évidemment, en parler aussi à son vet pour s'assurer qu'il n'y a rien de décelable ou de conseils particuliers au niveau de la santé du chien avant. Oui, qu'il n'y a pas de contre-indication parce que c'est comme nous, si on a un chien qui est obèse, qui a un surpoids, on veut l'amener bouger, ben, je ne vais peut-être pas commencer avec du bite joey. Je vais commencer avec la cani-randonnée, puis après ça, on va faire des petits intervalles de canicross. Fait qu'il faut respecter quand même le chien dans son intégrité, comme on ferait avec un humain. Il ne faut pas être trop dans les extrêmes. On revient, on fait une belle boucle, on revient à la bienveillance du début. Exactement. Je pense que ce serait le temps de passer aux questions. J'inviterais les gens à poser leurs questions. Anne-Catherine, est-ce que tu veux que les gens écrivent leurs questions dans le chat, le temps que je fais le résumé? Oui, vous pouvez commencer à mettre vos questions dans le chat, mais tu sais, après ça, si vous voulez lever votre petite main en bas, il y a un petit bouton pour lever votre main. Fait que ça aussi, si les gens sont plus à l'aise de faire ça, il n'y a pas de problème. Ben oui, on peut jaser, il faut que ça soit conscient. Ben, merveilleux. Si vous désirez lever la main, allez-y. Je pense que Fanny, également, tu avais la possibilité de parler de tes partenaires au niveau de l'équipement sportif. Ah oui, bien pour tous ceux qui sont là ce soir, une petite surprise pour vous autres. Donc, s'il y en a qui veulent magasiner de l'équipement, ça dépend où est-ce que vous êtes parce que je ne sais vraiment pas dans quelle région vous êtes, mais si vous n'êtes pas loin de Laval, Mascouche, on a la boutique Nature Animale qui est partenaire avec Animoche, qui est l'équivalent de la Belle Bête à Québec, qui vous offre un 15 sur votre première facture. Donc, c'est là qu'on en profite pour cumuler les activités mascatoires, les jouets et autres, que des trucs de sport canne à clé. Mais votre première facture, vous allez avoir un 15 puis ça vaut la peine, là, surtout si c'était un premier équipement de sport à clé. Là. Génial. On a aussi un nouveau partenaire depuis un mois qui est le chien blanc. Le chien blanc qu'on connaît pour ses beaux harnais de marche, plein de produits, trucs d'entraînement, mais aussi pour les sports canins à clé. Donc, si vous utilisez le code ANIMOCH10, vous allez avoir un 10 d'escompte là, sur votre facture en ligne. N'importe quand. Génial. Anne-Catherine, est-ce qu'on a des questions? Non, on n'a pas de questions encore. Pas dans le chat. Quelqu'un veut lever la main? C'est pas qu'il y a des questions, je suis étonnée. Ah oui, on en a une. On va sauter dessus. Moi, j'avais déjà vu, je connais absolument rien, je suis vraiment venue m'initier ce soir. J'avais vu comme du canicross, mais attelé après le siège, le chien courait à côté du vélo. C'est-tu bon, me semble, j'aurais moins peur de passer sur le chien qu'en avant. Oui, ben à ce moment-là, ce n'est pas un sport à clé, c'est juste du vélo avec le chien à côté, si je peux dire ça comme ça. Okay. Honnêtement, la barre sur le côté, moi, plus jamais. Parce que c'est proche de la roue arrière. Hein. Si on a un chien moindrement fort qui décide de s'en aller sur le côté, on n'a plus de contrôle, la roue part, on glisse. Tandis que le chien en avant, étonnamment, on peut penser avoir moins de contrôle. Oui, le chien est en avant, mais avec un bon entraînement, c'est quand même sur le guidon. Fait qu'on a beaucoup, beaucoup plus de contrôle qu'avec la barre sur le côté.
d'expérience. Mais encore là, c'est une question de goût, c'est une question d'entraînement. C'est sûr que faire du backjoring sa piste cyclable, c'est pas le meilleur endroit. OK? D'abord parce qu'on est sur l'asphalte, puis il y a des chiens qui peuvent s'arracher les coussinets. Puis de deux, ben, c'est parce qu'il y a des vélos qui peuvent passer en fou, des rollerblades, etc. Fait que ça dépend vraiment, je te dirais, ton objectif d'entraînement avec le chien. Est-ce que c'est juste pour le faire sortir, trotter un petit peu ou c'est parce que tu veux vraiment pratiquer un sport à clé puis lui permettre d'apprendre les instructions puis être en avant? C'est tout. Ah, OK. Ouais. Ben, je me disais au début, ça va être plus pour la faire dépenser. Puis après ça, ben, si on voit vraiment l'affinité, là, parce que ça, on avait déjà fait une couple de petits cours ensemble. Puis là, je me disais, il faudrait bien que je rappelle Fanny. Et ouais, c'est ça. Puis là, je me dis, si ça lève, si ça fonctionne, puis ça clique pour les deux, mais c'est peut-être une bonne affaire de s'équiper là, en grande puis de faire vraiment un sport de tir, là, parce qu'elle a du gaz, la petite. Là, Ben, si ta cocotte, elle aime tirer, je te dirais c'est vraiment plus sécuritaire avoir un chien en avant puis apprendre bien comme il faut les instructions. Il y a des chiens qui, moi j'appelle ça l'image bucolique, tu sais, le chien qui court à côté de l'humain à son rythme ou à côté du vélo. Il y a des chiens qui sont capables de le faire puis qui ont ce rythme-là naturellement. Fait que si ça fait votre affaire, faites-le, mais c'est pas un sport à clé. Le sport à clé, le chien est en avant, il est en traction, il tire puis il répond aux instructions. Il y a un chien qui peut être à côté, peut aussi apprendre les instructions. Mais moindrement que j'ai un chien qui tire et qu'il a la drive de tirer, je trouve que c'est du suicide de le mettre sur la barre à côté du vélo. OK. Ouais. Ils n'ont pas tendance à arrêter vite fait devant le vélo. Ils savent qu'ils vont se tasser ou ça arrive rien qu'une fois. Ou... Le vélo, ben, il y a un entraînement, hein. On a une routine de départ, une routine d'arrêt. On apprend au chien que sur la consigne, wow, stop, on ralentit, on arrête parce qu'on s'entend, un chien, ça peut arrêter et pivoter sur un dissous, mais pas l'humain nécessairement sur le vélo en arrière. OK. OK. Ben, merci, c'est intéressant. D'autres Moi, je peux mélodies? juste rajouter que je me suis pété la gueule solide avec la branche sur le côté. Maintenant, je fais juste du backjoring avec mes deux chiens attachés en avant. Mais ouais, le chien sur le côté, faites attention. Ouais, ou le chien attaché au guidon avec la laisse. Ça, là, c'est quand OK. j'en vois, là, je suis comme, Bon, ben, écoute, moi, je suis dans le coin de la ouais, c'est ça. C'est pour ça que je suis venue ce soir pour poser des questions à ceux qui connaissaient ça. Mais pas, il y en a qui pensent avoir des bonnes idées, mais que finalement, c'est comme les petits traîneaux que tu disais tantôt, achetez pas ça, là. C'est comme c'est une fausse bonne idée. ouais. Et c'est ça. Je sais qu'à Val d'Or, il y en a des cours de bike-joring qui se font, là. Fait que, Je pense que ça va être avec la gang de Cynthia. Ouais. ouais, fait que je vais m'en vérifier pour ça. Très intéressant. Ouais, ça vaut la peine. Ouais, Merci. ça fait plaisir. Une autre main? OK. Ben, dans ce cas-là, je vais faire un résumé de la matière. J'imagine qu'on avait sorti les questions les plus fréquentes. Alors, pourquoi faire du sport avec notre chien? Bien évidemment, pour la dépense physique, pour la dépense mentale, pour solidifier son lien avec notre chien. Et par la bande, bien sûr, ben, ça va travailler aussi beaucoup le focus que le chien a sur nous et d'ignorer les distractions. Donc, ça va engager le chien avec nous plutôt qu'avec l'environnement. On a parlé qu'au niveau des sports à l'année longue, il y a le canicross, il y a la cani-randonnée, et il y a le fat bike. Est-ce que je me trompe? Ben, fat bike, oui, il y en a qui vont le pratiquer, tu sais, automne, hiver, là, mais c'est sûr que l'été, le vélo, on oublie ça, fait trop chaud. Fait trop chaud. Fat bike, c'est plus hiver. Vélo, ça va être printemps, automne, hiver, pas de neige. Ouais, c'est ça. Ben, l'été, on oublie ça, là. Dès qu'il fait 15 degrés, là, ça commence à être chaud pour les chiens, là. Trop chaud. Ouais. Fait que vraiment, sport à l'année, canicross, cani-randonnée. Oui, c'est pas grave. Au niveau des sports de terre, donc on disait le bike jarring, le fat bike, le kick bike ou la trottinette, ou le kart sur roue qui est le 3 roues. Exact.
Puis au niveau des sports sur neige, il y avait le ski joring, donc le chien nous tire alors qu'on est en ski, tout simplement. La trottinette des neiges et le traîneau des neiges, dont la seule différence, c'est essentiellement la longueur. Essentiellement la longueur, puis le nombre de chiens, bien sûr, que tu peux attacher en avant. Puis le fat bike. Et le fat bike. Oui, le fat bike. Le fat bike. Il ne faut pas oublier le fat bike. On disait aussi que la plupart des chiens peuvent faire ce type de sport-là, mais bien sûr, s'ils sont obèses, il faut commencer par une initiation beaucoup plus graduelle. On ne va pas tout de suite partir avec des sprints. S'ils ont des articulations qui sont désaxées, bien évidemment, ça peut les mettre à risque de blessures. Également, au niveau de l'âge, de ne pas commencer trop tôt parce que certaines articulations ne seront pas complètement développées. Puis aussi, si le chien a déjà une prédisposition, par exemple, cardiaque ou au niveau respiratoire, ben ça peut limiter dans les sports choisis. Tu nous avais dit que le sport le plus facile à essayer, le plus accessible, c'est la cani-randonnée. Au niveau de l'équipement, est-ce que c'est également le sport qui est le moins, qui nous demande le moins de budget, selon toi? Oui. Ben c'est sûr, si tu vas faire du hiking, il faut que tu penses que tu sois bien chaussé. Mais oui, tu sais, un équipement de base, là, une ceinture, on est autour de 70 la ligne bungee autour de 30 harnais autour de 50. Donc, tu sais, on peut s'en sortir pour un bel équipement là, pour moins de 250 à peu près. Oui. Mais ça peut aller plus haut que ça si on va vraiment dans du haut de gamme, les modèles norvégiens, les marques norvégiennes, où est-ce qu'on peut payer jusqu'à facilement 125 juste la ceinture pour l'humain. Okay. Encore là, c'est une question de goût et qu'est-ce qu'on veut faire aussi. Okay. Sinon, pour le canicross, ben, tu sais, ce qui rentre en compte souvent, c'est sûr, c'est les vêtements de course et les souliers de course qui vont jouer en jeu. Fait que je te dirais que c'est cani-randonnée, cani-marche qui nécessitent le moins de budget d'équipement coûteux. Puis on s'entend quand on a acheté, à part le harnais de chien qui peut changer avec les années, tu sais, surtout si on a un jeune chien, tu sais, il faut s'attendre à changer de harnais. Si on a un caniche ou un chien avec beaucoup de poils qu'on doit tondre, il faut s'attendre à changer de harnais parce que ça fait une différence, tu sais. Mais généralement, c'est pas quelque chose qu'on change à toutes les années, là. Moi, j'ai une ceinture, je l'ai, j'ai ça fait, mon Dieu, ça fait 12 ans que j'ai ça, là, qu'on a eu du stuff à bébite dessus, la crème solaire, que ça passait dans la laveuse, dans la sécheuse, ça accorde dans linge, que ça passait un orage, ça accorde dans linge. Ça fait que ça dure longtemps, là, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on achète à tous les 2 ans. OK? Il y a la ligne bungee qu'il faut penser à peut-être en avoir une de spare au cas où. Mais généralement, ça aussi, c'est supposé durer plus qu'1 an. Mais c'est génial. Je pense qu'avec toutes ces informations-là, tout le monde est en mesure de choisir un sport d'initiation qui leur convient, puis se mettre à l'action. Oui. Mais c'est génial. Merci énormément, Fanny, pour cette super entrevue. C'était vraiment très informatif. Puis je pense que ça brosse un super portrait pour être capable de mieux se diriger après vers le sport qui nous intéresse davantage. Évidemment, j'invite tout le monde, s'il y a un sport plus précis qui les intéresse, de contacter directement Fanny pour avoir plus d'informations, que ce soit sur le blog ou sur les cours qu'elle donne en groupe. Elle en donne beaucoup de cours d'initiation d'ailleurs. Et j'ai entendu que tu allais peut-être faire un atelier d'initiation de canicross avec tes compagnies à Brossard. Probablement. Je vais voir les possibilités pour décembre ou du moins peut-être un atelier pour où est-ce qu'on va parler des sports à clé puis tout qu'est-ce que ça prend, etc. Puis je vais juste terminer avec le fait que, tu sais, pas besoin de ski. On a vu beaucoup d'images parce que c'est ce qu'on a, nous, à la maison. C'est des types Alaskan, on a un berger australien, mais je l'ai dit tantôt, hein, un caniche toy, un Frenchie, un chihuahua. J'ai un mini berger australien dans mes cours. Il y a 10 livres, là, 10 livres. Il est tout rikiki. Il est mignon comme tout. Puis son humaine, elle se dit, est-ce qu'il va être capable de faire ça, du canicross? Je dirais, ben oui. Tu sais, il ne faut pas non plus penser trop loin, avoir des aspirations de podium et de ci, de ça, de se dire, on va là pour avoir du plaisir, pour bouger avec notre chien, peu importe la forme qu'il a, la grandeur qu'il a, puis nous autres aussi, tu sais, c'est ce qui nous permet de bouger.
qui nous met en forme avec le chien. Fait que j'invite tout le monde à comme ouvrir son esprit et à enlever l'image un peu du husky bucolique qui est en avant du traîneau parce que la majorité des chiens peuvent avoir du plaisir. Quelle belle conclusion. Merci tout le monde. On se revoit dans un mois pour un autre live en direct. Et d'ici là, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire à info@commercialhumanipassion.com. Bye tout le monde. Merci tout le monde. Merci.